Quel pourrait être le vrai référentiel qui agit sur les effets du temps? Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Jean-Luc Amaglio. Je vous propose une nouvelle histoire de notre univers qui pourrait mieux répondre aux problèmes que nous rencontrons. Quel pourrait être le vrai référentiel du déplacement qui agit sur les effets du temps? Pourquoi se poser cette question? Il paraît évident que quand on se déplace, cela est par rapport à un référentiel. C'est-à-dire, par rapport à quelque chose. Que ça soit un déplacement sur Terre en marchant, à vélo, avec une voiture, un avion, une fusée, les satellites qui tournent autour de la Terre, ou bien avec les sondes qui voyagent dans l'espace. Tout se déplace par rapport à un référentiel. Mais ce que je veux vous expliquer, ce n'est pas la comparaison entre deux référentiels qui nous donnent une vitesse, mais de savoir quel est l'unique référentiel du temps dans l'univers qui gouverne tous les autres référentiels avec des temps ralentis. Ce temps doit être forcément le temps le plus rapide, car tous les autres temps se réfèrent à lui, pour agir sur les effets du ralentissement du temps. Nous savons que plus nous nous déplaçons vite, plus le temps ralentit. Les transformations de Lorentz nous ont fait découvrir que ce déplacement à de grandes vitesses avait un impact sur les contractions des longueurs. Cela veut dire qu'en plus du ralentissement du temps, plus nous allons vite par rapport aux autres, plus les autres nous observent avec une contraction de notre longueur dans le sens de déplacement. À première vue, cela peut vous paraître bizarre, mais cela a été prouvé mathématiquement. Ce déplacement a forcément besoin d'un référentiel pour avoir un effet sur le temps. Nous savons que sur Terre, selon l'endroit où nous nous trouvons avec une certaine attraction de la gravité ou bien selon la vitesse à laquelle nous nous déplaçons, nous subissons un ralentissement du temps. Des expériences avec des horloges atomiques nous l'ont prouvé et les satellites GPS eux aussi subissent cet effet. Pour autant, est-ce que vous êtes sûr que c'est le référentiel de la Terre qui nous fait subir ces effets? Pour faire apparaître un paradoxe, nous avons imaginé des situations. Elles consistent à observer dans l'espace un vaisseau s'éloignant de la Terre sans aucun autre objet. Avec cette situation, il ne nous était pas possible de dire si c'était le vaisseau qui s'éloignait de la Terre ou bien la Terre qui s'éloignait du vaisseau. On retrouve le même paradoxe avec deux vaisseaux dans l'espace sans aucun référentiel, il ne nous était pas possible de savoir qui s'éloignait et qui restait immobile. On se retrouve avec un problème pour démocratiser tous les référentiels et savoir qui se déplace par rapport à qui. Avec une solution assez simple, on pourrait savoir qui se déplace le plus vite dans l'espace, donc qui s'éloigne le plus, en utilisant des horloges atomiques dans chaque référentiel et en les comparant. Mais cela ne nous dit pas à partir de quel référentiel les deux horloges se décalent. Alors, comment résoudre ce problème? Chaque objet dans l'univers peut servir de référentiel pour observer un déplacement. Mais ce n'est pas parce qu'ils peuvent servir de référentiel qu'ils agissent sur le temps, car les objets qui se trouvent dans l'univers ne définissent que leur propre référentiel, qui subit les effets du temps sans avoir d'interaction avec le déplacement des autres objets. Alors, quelle est cette chose mystérieuse qui fait que si l'on se déplace par rapport à lui, nous subissons les effets d'un ralentissement du temps? Si ce ne sont pas les objets qui se trouvent dans l'espace, il nous reste que l'espace lui-même pour expliquer ce mouvement qui a les effets d'un ralentissement du temps. Ce serait l'espace le référentiel de tous les autres référentiels pour ce qui nous concerne. Je sais, vous allez sûrement penser que l'espace est vide et qu'il ne peut pas avoir un référentiel. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Si l'espace est vide, alors pourquoi il interagit avec la gravitation des objets massifs ou les ondes gravitationnelles? Du vide devrait pourtant se comporter comme du rien, du néant, donc sans interaction. Alors que l'espace lui a bien une substance mystérieuse qui l'a fait interagir avec les objets, puisqu'il est en expansion et entraîne avec elle tout ce qui s'y trouve. Et si cette substance est en expansion, cela veut dire que tout est en mouvement quel que soit le référentiel dans l'espace de notre univers. Avec ce point de vue, tout devient plus compréhensible et nous pouvons comprendre que le déplacement dans l'espace interagit avec celui-ci sans avoir un point mobile que ça soit une planète ou un vaisseau. Je sais, avec cette proposition, c'est un peu revenir à l'éther que M. Albert Einstein avait effacé d'un revers de main pour pouvoir proposer la relativité restreinte et la relativité générale, car avec l'éther l'espace se retrouvait immobile sans élasticité, alors qu'aucun référentiel ne doit rester immobile dans l'espace. Maintenant nous savons que l'espace est en expansion, et qu'il peut vibrer avec les ondes gravitationnelles, donc il n'est plus immobile. Il nous devient donc possible d'entrevoir un autre univers car si nous voulons évoluer et ne pas rester statique devant des événements non compréhensibles, il nous faut proposer de nouveaux points de vue et ne pas avoir peur de bousculer les théories qui pour l'instant avaient fait leurs preuves. Cela reste des propositions et rien ne nous empêche de garder les grandes lignes de la relativité restreinte et la relativité générale tout en rajoutant la substance de l'espace. La courbure de l'espace à la suite de la masse des objets reste bien sûr une grande avancée qu'il faut garder. Mais concernant le déplacement dans l'espace,
Monsieur Albert Einstein avait proposé que l'espace soit composé d'aucune matière, afin que le déplacement de la lumière se fasse sans interaction pour qu'elle puisse conserver sa vitesse. À la suite de cette proposition, la vitesse de la lumière est devenue une constante. Pour autant, je pense que nous avons besoin d'un premier référentiel référent, qui ne dépend pas des objets qui s'y trouvent. Il faut revoir la composition de l'espace, quitte à revoir l'interaction qu'a la lumière avec l'espace. Car comment expliquer qu'un vide peut dévier la lumière, s'il n'a pas d'interaction? Il faut bien une substance même mystérieuse pour pouvoir dévier la lumière. Maintenant, on n'a pas besoin de dire que la lumière va ralentir à la suite de cette interaction, car la lumière a son propre référentiel, ce qui lui permettrait de garder sa vitesse. Et si elle voyage sur de trop longues distances, malgré son propre référentiel, son intensité se voit diminuer tout en conservant sa vitesse. Et plus cette distance est grande, plus elle perd en luminosité. C'est pour cette raison que la nuit est noire et qu'on voit les galaxies lointaines avec une faible intensité. Car jusqu'à présent, il nous avait été dit que la nuit était noire, car la lumière n'avait pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Puisqu'elle se trouve à de grandes distances d'éloignement, et le fait que l'univers en plus soit en expansion. Personnellement, cette proposition me pose un problème, car si la lumière n'arrive pas jusqu'à nous, comment vous pouvez m'expliquer que les télescopes arrivent avec une pause assez longue à voir les galaxies lointaines, comme le fait le télescope Hubble avec le champ profond de l'espace, si la lumière n'arrive pas jusqu'à lui? Pour rappel, un télescope avec un miroir récolte la lumière afin d'augmenter l'intensité et sans cette lumière, il ne détecte rien. Donc, s'il nous est dit que la nuit est noire, parce que la lumière n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous, le télescope ne devrait pas la voir non plus. Donc, pour moi, il est plus raisonnable de dire que parce qu'en traversant l'espace sur de grandes distances jusqu'à nous, elle a perdu en intensité. Et si la lumière rencontre un objet massif, elle est déviée par la courbure de l'espace et forme des lentilles gravitationnelles, ou bien si l'objet n'a pas assez de masse, elle s'arrête comme le fait un rayon laser sur une feuille de papier. Avec cette proposition, l'espace est le support de notre univers, et elle est devenue une substance à part entière. Pour résumer, si les effets du temps se modifient, c'est parce que la substance de l'espace interagissant dans notre déplacement influence le déroulement du temps par rapport aux autres objets dans l'univers. Chaque déplacement se retrouve avec son propre référentiel. Maintenant, nous pouvons voir notre univers dans son ensemble où tout a une interaction avec son propre référentiel de temps. Bien sûr, cette proposition comme celles qui suivent sont des théories de pensée, des suggestions, donc une façon de répondre en prenant en compte les contraintes que l'on connaît. Je peux me tromper sur ma façon de voir les choses et ne pas avoir pris certains facteurs qui pourraient remettre en cause mes propos, et c'est aux scientifiques de me le prouver. Mais avouez que cette proposition serait une réponse plausible et qu'elle est intéressante. J'espère que cette expérience de pensée vous a plu. Je vous propose de la faire connaître de façon à avoir plusieurs avis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Cordialement. Jean-Luc Camaglio.